Bien, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série de révision avec le cours sur l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Bien, l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Alors, lorsque le solide est de masse négligeable, alors un solide de masse négligeable, je le représente ici par un point, est soumis à deux forces. Alors, il y a la force F1 et une autre force F2. Alors, la condition d'équilibre, à l'équilibre, on a F2 plus F1 égale à 0. Bien, 0 vecteur 1. Maintenant, cas d'un solide posé. Ça, c'est le cas du solide de masse négligeable. Solide de masse négligeable. Bien. Alors, deuxième cas, solide posé. Cas d'un solide posé. Alors, je prends un objet, par exemple, qui est posé sur une table ou bien sur le sol. Alors, les forces qui interviennent dans ce cas, nous avons d'abord le poids du corps, qui est une force orientée vers le bas, et la réaction, donc, la réaction du sol. Est-ce que vous voyez, ou bien de la table? Donc, ça dépend de l'endroit où l'objet a été posé. Et maintenant, à l'équilibre, on a le point R plus P est égal au vecteur nul. Alors, troisième cas, cas d'un solide suspendu. Cas d'un solide suspendu. Alors, le solide est suspendu à un plafond, par exemple, par l'intermédiaire d'un fil. Alors, il y a premièrement le poids de l'objet qui intervient. Ensuite, la tension T du fil. Donc, un solide qui est suspendu verticalement est soumis donc à deux forces. Alors, la première force, c'est le poids, et la deuxième force, c'est la tension. Alors, à l'équilibre, on a P plus T, voilà, qui donne le vecteur nul. Bien, ensuite, nous allons étudier aussi les forces qui interviennent dans le cas du plan incliné. Alors, lorsque vous avez un objet qui se trouve sur un plan incliné, alors le poids, c'est la force qui est toujours orientée vers le bas. Alors le poids est orienté vers le bas perpendiculairement à l'axe horizontal que voici. Vous voyez l'axe horizontal. Donc le poids est orienté vers le bas comme ça. Vous avez donc votre axe horizontal là. Maintenant, alors l'objet qui, alors si on fait déplacer l'objet par l'intermédiaire d'une corde, vous avez la tension du fil qui est là, s'il s'agit de la corde. Mais s'il s'agit par exemple d'une voiture qui est en train de monter une pente, alors vous aurez donc F, c'est-à-dire la force motrice, la force qui a tendance à tirer la voiture donc vers le haut. Alors, il y a également la réaction du plan incliné. Cette réaction, elle est perpendiculaire donc au plan incliné, comme ceci. Elle est perpendiculaire au plan incliné. Alors, à l'équilibre, on a P plus T plus P et plus R plutôt, qui est égal au vecteur nul. Voilà la condition d'équilibre lorsque le solide se trouve sur le plan incliné. Maintenant, lorsque le solide est suspendu et voilà, le solide est suspendu, il s'agit d'un solide métallique duquel on approche un aimant, comme ceci. Alors, le solide a tendance à se déplacer donc vers l'aimant. Alors, donc ce déplacement se fait comme ceci. Vous voyez, ça, normalement, c'est le point, voilà, je vais représenter le solide par un point. Alors, lorsque l'aimant agit donc sur le solide,
Alors, il s'écarte donc de la verticale d'un angle alpha, par exemple. Alors, il se retrouve ici sous l'influence donc de l'aimant. Alors, pour trouver les valeurs des différentes forces qui interviennent ici, vous avez par exemple le poids. Vous avez, voilà. La première force qui agit donc sur le solide, c'est le poids. Son poids. Alors, je suppose que le poids est égal à 30 newtons par exemple. Le poids est égal à 30 newtons. Alors, on me demande de déterminer la valeur de la tension du fil et celle donc de la force magnétique qui a tendance à tirer donc le solide vers l'aimant. Alors ici vous avez votre force magnétique Fm et ici vous avez donc la tension du fil. Alors à l'équilibre, la somme de ces trois forces là nous donne le vecteur mu. Maintenant, que va-t-il se passer? Si je veux déterminer par exemple la valeur donc de la force magnétique ou bien de la tension du fil, alors qu'est-ce que je fais? Alors, je connais le poids du corps. Le poids du corps, c'est 30 newtons. Alors, je choisis une échelle. Alors, 30 newtons, P égale à 30 newtons. Je choisis une échelle, par exemple, 1 dixième. Donc, à l'échelle 1 dixième, donc, alors, 1 dixième, je veux faire une représentation à l'échelle de 1 dixième. C'est-à-dire, quand je prends le poids, je divise ça par 10. Je trouve le résultat en centimètres, puisque c'est une représentation que je veux faire. Alors, si le poids est égal à 30 newtons et que je fais une représentation à l'échelle de 10 et 1 dixième, c'est que la norme de P est égale à 3 cm. Parce que je prends 30 newtons que je divise tout simplement par 10. Donc j'ai 3 cm. Alors, je refais la représentation pour la détermination des différentes forces. Alors, voici le solide qui est déplacé à l'intermédiaire de la force magnétique. Alors, donc l'aimant, mon aimant se trouve là-bas. Aimant. Bien, alors voici donc le point qui représente dans le solide, et à partir de ce point, donc j'ai le vecteur poids. Alors, pour déterminer la valeur de la tension du fil, ou bien la valeur de la force magnétique Fm, qu'est-ce que je fais? Je prolonge d'abord la droite qui porte donc la tension du fil, comme ceci. Ensuite, étant donné que je connais la norme du poids, donc ça, là, ça fait 3 cm. Je trace une parallèle donc à la droite horizontale qui porte donc la force magnétique. Je trace une droite parallèle à cette droite, passant par donc le sommet et par la flèche du poids, comme ceci. Alors, cette droite-là coupe donc la droite qui porte la tension à ce niveau-là. Et la longueur qui sépare donc le centre de gravité de l'objet du point de contact, je prends cette longueur-là en centimètres que je représente ici. Voilà. Alors, si par exemple, après construction, si cette longueur-là représente 4 cm par exemple, alors cela me revient à faire ceci. Et la valeur de la tension sera de 4 cm multiplié par 10. Est-ce que vous voyez, multiplié par 10. Donc, la tension aura pour valeur 40 newtons. Bien, ça c'est le premier exemple de la détermination donc de la tension, de la valeur de la tension du fil. Alors, ok. Deuxième chose, je vais déterminer donc la valeur de la force magnétique en intensité. Alors, je trace une autre parallèle au poids passant par le point de contact de la droite qui porte donc la tension et l'horizontale qui passe par la flèche du poids. Donc, je trace une autre parallèle, voilà, au poids. Alors, donc, vous voyez, donc cette droite qui est parallèle au poids, elle passe donc par, voici la droite qui est parallèle au poids, elle coupe l'horizontale qui porte donc la force magnétique à ce niveau-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je vois au niveau du point d'intersection, je mesure la distance qui sépare le point d'intersection du centre de gravité de l'objet. Alors, si je trouve par exemple 2 cm, si je trouve 2 cm, alors si la norme de F est égale à 2 cm, en intensité, le F aura pour valeur 2 cm multiplié par 10 sur 1 cm en fait. Bon, voilà, donc ici aussi, je devrais mettre sur 1 cm, voilà, sur 1 cm. Et je trouve le résultat donc en newton. Bien, donc
F aura pour valeur 10 newtons dans ce cas-là. Alors voilà ce qui se passe lorsque vous voulez déterminer de façon graphique la valeur des intensités des forces qui interviennent lorsqu'il y a action d'un aimant sur un objet. Alors, nous allons poursuivre la révision avec les machines simples. Alors, première machine simple, les machines simples. Les machines simples. Première machine simple, poulie simple. Poulie simple. Bien. Alors, avec la poulie simple, voici, c'est de faire une représentation. Voilà, l'objet est là. Le point. Et voilà la force sur laquelle, la force d'entrée, ou bien Fs. Oui. Alors, avec la poulie simple mobile, il n'y a pas de modification entre la valeur de la tension et entre la valeur plutôt du poids, entre l'intensité du poids et puis la force de sortie. Alors, avec la poulie simple fixe, la force que vous allez déployer pour soulever la charge est égale encore au poids du corps en intensité. Et la longueur de corde que vous auriez à tirer est égale encore à la hauteur dont l'objet va monter lorsque vous allez vous mettre à le tirer. Bien, donc ici, à l'équilibre, on a P plus Fs égale à 0. Bien, en intensité, P égale à Fs. Alors, je m'explique mieux. Alors, regardez, si le poids a pour valeur 10 newtons, si vous voulez soulever un objet dont le poids est égal à 10 newtons par l'intermédiaire d'une poulie simple fixe, alors vous allez déployer une force d'intensité 10 newtons donc, pour soulever donc, cet objet-là. Donc, alors, si le poids est égal à 10 newtons, alors si P est égal à 10 newtons, cela implique que la force de sortie aussi est égale à 10 newtons pour le cas de la poulie simple fixe. Bien, je continue avec la poulie mobile. Continue avec la poulie mobile. Deuxième point, poulie mobile. Poulie mobile. Alors, il faut savoir reconnaître aussi les différentes sortes de poulies. Alors, avec la poulie mobile, la corde passe par-dessous. C'est ça. Vous avez la représentation. L'objet est là, le poids est là, et la force de sortie Fs, elle est là. Bien, avec la poulie mobile, la force que vous allez déployer pour soulever une charge P, cette force en intensité représente donc la moitié du poids, s'il s'agit d'une seule poulie mobile. Alors donc, avec une poulie mobile, on a deux points. Fs égale à P sur 2. Bien. Alors, mais si le montage comporte plusieurs poulies avec N poulies mobiles, nous avons Fs qui est égal à P sur 2 exposant N. N étant le nombre de poulies mobiles. Alors, si c'est une seule poulie mobile que vous avez, vous remplacez le N par 1. Donc, ça fait P sur 2. Si c'est deux poulies mobiles, vous allez remplacer le N par 2. 2 exposant 2, ça fait 4. Fs sera égal à P sur 4. Si c'est 3 poulies mobiles, ça fait P sur 2 exposant 8. Bien, donc voilà comment à peu près les choses se passent avec la poulie mobile. Donc, déjà la poulie mobile, elle est moins avantageuse. Elle est plus avantageuse que la poulie simple fixe. Parce qu'avec la poulie simple fixe, vous allez déployer la même force que le poids du corps. Mais par contre, avec la poulie mobile, si c'est une seule poulie mobile que vous avez, la force que vous aurez à déployer va représenter donc la moitié du poids. Et si c'est deux poulies mobiles, ça fait le poids sur 4. Et si c'est trois poulies mobiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait P sur 8. Alors, nous allons continuer avec la poulie à deux gorges. Donc, voici un exemple. Poulie à deux gorges. Poulie à deux gorges. Alors, la poulie à deux gorges est représentée par deux cercles.
un grand et puis un petit, de même centre. Alors l'un est un grand rayon et l'autre un petit rayon. Alors au grand rayon se trouve donc la force d'entrée, qui vous permet donc de déplacer l'objet. Et au petit rayon, donc, nous avons le poids qui y est relié. Donc avec la poulie mobile à l'équilibre, on a 2 points. Alors, comme vous pouvez l'observer sur la figure, le poids P du corps est relié donc au petit rayon et la force d'entrée est reliée donc au grand rayon. Donc à l'équilibre, nous avons tout simplement P multiplié par le petit rayon qui est égal à FE multiplié par le grand rayon. Bien, voilà la condition d'équilibre. Alors parfois, on peut vous donner le rapport des rayons. On peut vous dire par exemple que le petit r sur le grand R est égal à 1 tiers, ou bien le grand R sur petit r est égal à 1 tiers par exemple. Alors si vous voulez trouver la valeur de la force d'entrée, c'est-à-dire cette force-là, cette force dont l'ouvrier va se servir, ou bien cette force que déploiera l'ouvrier pour faire monter l'objet par l'intermédiaire d'une poulie à 2 gorges, donc à partir de cette formule, vous pouvez la tirer. PE est égal à tout simplement à FE égale à P fois petit r sur grand R. Alors, si par exemple le petit r est égal à 1 cm par exemple, donc ça fait P fois 1, et que le grand R est égal à 3 cm, ça fait P fois 1 sur 3. Alors, nous arrivons à la conclusion suivante. FE va être égal à P sur 3. C'est un exemple que je suis en train de donner. Est-ce que vous voyez? Alors, je répète. Alors, à supposer que vous voulez calculer la valeur donc, de la force d'entrée, FE. Alors, vous tirez donc FE. FE est égal à P fois petit r sur grand R. Alors, l'exercice dit par exemple que petit r est égal à 1 et que grand R est égal à 3. Donc, quand vous remplacez le petit r et le grand R dans cette relation, vous aurez FE égale à P sur 3. Est-ce que vous voyez? Donc, avec la poulie mobile, vous voyez que c'est encore plus avantageux. Son utilisation est plus avantageuse que celle des 2 autres poulies, à savoir la poulie simple mobile et puis la poulie à 2. Et la poulie simple mobile et puis la poulie mobile. Bien, ok. Alors, parfois dans certains exercices, il y a certaines particularités. Et vous pouvez voir, on peut vous dire par exemple qu'on utilise une poulie à 2 gorges pour soulever un objet, mais après, l'objet a été immergé donc dans un liquide. Est-ce que vous voyez? Bien, alors cas particulier, j'appelle ça par cas particulier. Cas particulier, vous avez donc votre poulie à 2 gorges, avec le grand R, le petit r, ici la force d'entrée FE, et là vous avez donc l'objet, l'objet qui est maintenant immergé dans un liquide. L'objet est immergé dans un liquide. Voilà. Alors, lorsque l'objet se trouve immergé dans le liquide, il n'a plus le poids réel. Il a le poids apparent. Le poids qu'il possède est qualifié d'apparent. Donc, poids apparent P'. Est-ce que vous voyez? Bien, alors, ce n'est plus le poids réel à l'équilibre. Avec ce cas particulier, à l'équilibre, on a. Alors, comme vous pouvez l'observer, à l'équilibre, ce n'est plus le poids réel qui est en relation avec le petit r, mais c'est plutôt le poids apparent. Donc, à condition d'équilibre, on aura ceci. Donc, P' fois petit r qui va être égal à FE fois grand R. Alors, si vous voulez déterminer, alors lorsque l'objet est immergé, mais lorsque l'objet est plongé dans un liquide, si vous voulez déterminer la nouvelle indication du dynamomètre, c'est-à-dire j'entends par nouvelle indication, la nouvelle valeur de la force d'entrée, vous aurez à poser tout simplement cette condition d'équilibre, et à partir duquel vous allez tirer FE égale à P' multiplié par petit r sur grand R. Donc voilà. Bien. Bref, la conclusion qu'on peut tirer sur ce genre de machines simples, c'est que parmi les 3 exemples de machines simples que nous venons de voir, donc la poulie à 2 gorges est la plus avantageuse. Elle est la plus avantageuse. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. C'est très important. Bien. Ok. Nous allons continuer. On va continuer. Alors,
avec le... J'avais oublié tout à l'heure de montrer comment est-ce qu'il faut déterminer les forces lorsque vous êtes en présence du plan incliné. Alors, je reviens sur le plan incliné. Alors, détermination des forces à partir du plan incliné. Détermination des forces. Détermination des forces sur un plan incliné. Sur un plan incliné. Alors, voici rapidement le plan incliné. L'objet est maintenu là-bas. Ok. Alors, le poids est perpendiculaire donc au plan horizontal, donc vous avez P, et la réaction du plan qui est perpendiculaire donc au plan incliné, donc on a R. Alors, pour trouver graphiquement la valeur, alors ici je mets F, la force F. Donc, pour trouver graphiquement la valeur de F, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prolonge donc, on prolonge la droite qui porte donc la force F. On la prolonge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? À l'aide d'une équerre, on fait une projection donc du poids sur l'axe qui porte donc la force F. Voilà, de cette façon-là. Vous faites une projection. Là. Alors, vous avez donc moins F. Alors, ensuite, vous mesurez donc, alors là, on vous aura donné donc sûrement la valeur du poids du corps. Est-ce que vous voyez? Alors, si le poids est égal à 50 newtons par exemple, je suppose que P égale à 50 newtons. Alors, 50 newtons. Vous choisissez une échelle. Si l'exercice ne précise aucune échelle, vous choisissez une échelle avantageuse. Alors, je prends l'échelle 1 dixième par exemple. Échelle 1 dixième. Donc, à l'échelle 1 dixième, le poids, la norme de P sera de 5 cm. Est-ce que vous voyez? Ça fait 5 cm. Alors, vous représentez 5 cm. Alors, vous représentez 5 cm. Le poids, la longueur du poids sera de 5 cm. Alors, maintenant, vous projetez le poids donc sur l'axe qui porte la force F. Et vous mesurez donc la distance si ce n'est pas le centre de gravité de la flèche, donc de la force F ici, que j'ai représenté par moins F, l'opposé de cette force-là, parce que vu leur sens. Bien, vous mesurez donc cette distance-là. Alors, si cette distance-là vous donne 2 cm par exemple, à supposer que la distance que vous avez mesurée ici fait 2 cm, ça correspond à la même distance qui doit être de ce côté-là. Est-ce que vous voyez donc? Alors, la norme de F est égale à 2. La norme de F égale à 2 cm. Si vous connaissez la norme, alors pour trouver donc l'intensité de la force F, il vous suffit de multiplier tout simplement la distance par l'inverse de l'échelle, donc multiplié par 10. Alors vous avez F égale à 20 newtons. Alors, pour trouver la valeur donc de la résistance, qu'est-ce qu'on fait? Vous prolongez donc la droite qui porte la résistance. Est-ce que vous voyez? Vous la prolongez. Alors, vous projetez ensuite le poids sur cette droite. On fait une projection orthogonale du poids sur cette droite qui porte donc la résistance. Alors, comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir. Alors, voilà, ça coupe ça à ce niveau. Bien, ça coupe donc, la projection du poids coupe donc la droite qui porte la résistance R, donc, à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mesure tout simplement la distance qui sépare dans le centre de gravité de l'objet du bout de cette flèche-là. Alors, à supposer que la norme de R est égale à 3 cm par exemple, puisque vous avez fait une représentation à l'échelle de 1 dixième, alors, l'intensité de la résistance sera tout simplement à 3 multiplié par 10. R va être égal à 30 newtons. Donc, voilà comment ça se passe avec le plan incliné, la détermination graphique des forces qui interviennent. Bien, merci. Je crois que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui et rendez-vous la semaine prochaine. Merci et bonne journée.